au dîner de Noël, ma belle-mère s'est penchée vers ma fille de 7 ans et a sifflé, « Les enfants sales n'ont pas leur place dans cette famille. » Elle a repoussé le petit ornement que ma fille avait fabriqué et a ajouté, « Dis à ta mère d'arrêter de faire semblant qu'elle est la bienvenue ici. » Je me suis figé. Le silence s'est fait à table alors que mon mari se levait lentement. Mon nom est Émilie et à 32 ans, je pensais savoir ce que signifiait ne pas être la bienvenue. Pendant 7 ans, ma belle-mère m'a fait comprendre, par chaque regard froid et chaque commentaire chuchoté, que je ne serais jamais assez bien pour son fils. Mais rien ne m'avait préparé au moment où ma fille de 7 ans a tendu à sa grand-mère un ornement de Noël fait main. Et les mots qui sont sortis de la bouche de cette femme ont brisé notre famille pour toujours. Ce qui a commencé comme une insulte discrète murmurée à une enfant est devenu une guerre qui a révélé des secrets, des mensonges et une obsession plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Si vous voulez savoir jusqu'où une mère peut aller pour garder le contrôle de son fils, continuez à regarder. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire si vous avez déjà eu affaire à un membre toxique de votre belle famille, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les familles, la trahison et la force qu'il faut pour protéger ceux que l'on aime. J'ai regardé les petits doigts de Lily presser soigneusement de minuscules perles de verre sur l'ornement en feutre rouge. Sa langue sortait en signe de concentration, comme toujours quand elle se concentrait sur quelque chose d'important. Chaque perle était placée avec le genre de soin que seule une enfant de 7 ans pouvait rassembler en fabriquant quelque chose pour quelqu'un qu'elle aimait. « Il y a assez de paillettes, maman ?» demanda-t-elle, en brandissant l'ornement qui scintillait sous la lumière de notre cuisine. « C'est parfait, ma chérie, » dis-je, forçant de la gaieté dans ma voix alors même que ce nœud familier se serrait dans mon estomac. Le « parfait » n'aurait aucune importance pour Hélène. Rien de ce que je faisais, rien de ce que Lily faisait ne serait jamais assez parfait pour ma belle-mère. Lily rayonna et retourna à son travail, ajoutant une dernière ligne de colle prudente. Mamie va adorer. Le rouge est sa couleur préférée, n'est-ce pas? C'est ce que papa a dit. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. La couleur préférée d'Hélène changeait en fonction de la personne qu'elle voulait impressionner cette semaine-là. Le Noël précédent, c'était l'or. L'année d'avant, l'argent. Mais Daniel avait dit à Lily que c'était le rouge. Alors ce serait le rouge. Le lendemain matin au petit déjeuner, Daniel m'a surprise en train de fixer l'ornement emballé posé sur notre comptoir. Il a tendu la main sur la table et a serré la mienne, son alliance fraîche contre ma peau. Maman a promis qu'elle se comporterait bien cette année, a-t-il dit doucement, lisant dans mes pensées comme il le faisait toujours. Je voulais le croire. Vraiment. Mais 7 ans de mariage m'avaient appris que les promesses d'Hélène étaient aussi fiables qu'une théière en chocolat. 7 ans de commentaires passifs-agressifs sur ma cuisine, mes vêtements, mon rôle de mère. 7 ans de regards froids à travers les tables de fête et d'allusions directes à Claire, la femme parfaite que Daniel aurait dû épouser à ma place. Je sais, ai-je menti, en lui serrant la main en retour. Lily a levé les yeux de ses céréales, du lait dégoulinant de sa cuillère. Tu penses que mamie aimera mon ornement? Je l'ai fait de sa couleur préférée. Elle l'adorera, princesse, a dit Daniel avec la confiance d'un homme qui n'a jamais eu à douter de sa place dans le cœur de sa mère. Mon téléphone a vibré sur la table. Un texto de Marissa, la sœur de Daniel. Attention. Maman est dans une de ses humeurs aujourd'hui. Sois juste prête. Mon cœur a coulé comme une pierre. Les humeurs d'Hélène étaient légendaires, et elles explosaient presque toujours dans ma direction. J'ai tapé un rapide merci et j'ai glissé mon téléphone dans ma poche, essayant de garder un visage neutre pour Lily. Le trajet jusqu'à la maison d'Hélène a semblé trop court. Sa grande maison coloniale se trouvait au bout d'une rue bordée d'arbres, chaque fenêtre brillant d'une lumière chaude, la pelouse de devant décorée d'un étalage élaboré de rennes et de cannes de bonbons illuminés. On aurait dit une carte de Noël. C'était toujours le cas. Hélène avait le don de rendre tout parfait en surface. Regarde toutes les lumières. Lily a pressé son visage contre la vitre de la voiture, son souffle embuant la vitre. Daniel s'est garé dans l'allée circulaire derrière le SUV de son oncle. Je pouvais entendre de la musique s'échapper de l'intérieur, quelque chose de classique et de festif. À travers les fenêtres de devant, je pouvais voir les silhouettes des membres de la famille déjà réunis, un verre à la main, en train de rire. J'ai attrapé l'ornement sur le siège arrière et j'ai pris une profonde inspiration. L'air froid de décembre me mordait les joues alors que nous marchions vers la porte d'entrée, Lily sautillant devant dans sa robe de velours rouge. Hélène a ouvert la porte avant que nous puissions frapper, comme si elle nous avait guettés.
Elle était magnifique comme toujours, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, portant un élégant pull crème qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Daniel. Son visage s'est illuminé comme un lever de soleil alors qu'elle serrait mon mari dans ses bras. Tu es si beau. Entrez. Entrez. Tout le monde attend. Elle l'a relâché et s'est tournée vers Lily, son sourire se refroidissant de plusieurs degrés. Bonjour, Lily. Ne touche à rien de fragile, s'il te plaît. Je viens de faire nettoyer la maison. Pas de câlin, pas de chaleur, juste cette reconnaissance rigide et pincée que ma fille existait. Je n'ai même pas eu droit à ça. Les yeux d'Hélène sont passés devant moi comme si j'étais du papier peint, se tournant déjà pour faire entrer Daniel. La maison sentait la cannelle et le pain. Un immense sapin dominait le salon, décoré de ce qui devaient être des milliers de dollars d'ornements, chacun placé avec une précision mathématique. La cheminée crépitait joyeusement. Une musique de Noël jouait depuis des haut-parleurs cachés. C'était une scène de magazine, et je me suis senti immédiatement déplacé dans ma simple robe verte et mes talons de grand magasin. J'ai suivi Daniel et Lily à l'intérieur, essayant de me débarrasser du frisson qui n'avait rien à voir avec le temps qu'il faisait dehors. Des membres de la famille se regroupaient en petits groupes dans tout le rez-de-chaussée. L'oncle de Daniel a fait un signe de la main depuis la cuisine. Sa cousine Sarah a hoché la tête poliment depuis le canapé. Marissa a croisé mon regard et m'a fait un petit sourire de sympathie qui a confirmé que son texto d'avertissement était sérieux. Je me dirigeais vers Marissa quand je l'ai entendu. La voix d'Hélène, pas tout à fait un murmure, mais assez bas pour qu'elle pense que je ne l'entendrais pas, parlant à sa sœur près de la salle à manger. Une vraie femme lui aurait donné un fils maintenant. Elle a jeté un regard pointu de l'autre côté de la pièce vers Lily, qui montrait à son petit cousin Noah les fournitures de bricolage qu'elle avait apportées. Mes pieds se sont arrêtés. Ma poitrine s'est serrée. J'avais déjà entendu des variations de cela. Toujours en passant. Toujours juste assez fort pour blesser, mais assez bas pour que la confrontée me fasse passer pour paranoïaque. Daniel est apparu à mon coude. 2 verres de vin à la main. Il m'en a offert un, le front plissé. Ça va? Bien, ai-je dit automatiquement, en prenant le verre. Le vin avait un goût de vinaigre dans ma bouche. Il a étudié mon visage. Ta mère vient de parler à ta tante de ses préférences en matière de petits-enfants, ai-je dit doucement, essayant de ne pas laisser paraître de colère dans ma voix. La mâchoire de Daniel s'est crispée. Il a jeté un coup d'œil vers sa mère, puis vers moi. Je vais lui parler. Ne le fais pas, j'ai touché son bras. Ça ne fera qu'empirer les choses. Et Lily n'a pas besoin de nous voir nous disputer avec sa grand-mère. Il a semblé vouloir protester, mais nous savions tous les deux que j'avais raison. Toute confrontation aurait pour résultat qu'Hélène jouerait la victime, culpabilisant Daniel de m'avoir défendu et transformant d'une manière ou d'une autre le tout en preuve que je le montais contre sa propre mère. Je me suis éloigné vers la cuisine, ayant besoin d'espace pour respirer. Au cours de l'heure suivante, j'ai regardé Hélène animer la pièce comme le chef d'un orchestre, orchestrant les conversations et contrôlant l'ambiance. Elle a félicité la cousine de Daniel pour sa nouvelle promotion. Elle a complimenté la robe de Sarah. Elle a interrogé Noah sur ses matchs de football avec un intérêt sincère, et elle m'a observé avec ses yeux bleus et froids, suivant chacun de mes mouvements comme un chat guettant une souris. Dans un coin tranquille, je l'ai entendu parler à Marissa, sa voix dégoulinant de dédain. Cet enfant ne ressemble en rien à Daniel. J'ai encore des doutes. La réponse de Marissa était trop basse pour que je l'entende, mais l'expression de son visage était peinée. J'ai serré mon verre de vin plus fort, mes jointures blanches. Quand Hélène a annoncé que le dîner était prêt, elle a assigné des tâches comme un général déployant ses troupes. La cousine de Daniel a été priée d'apporter les petits pains. Sarah s'est vue confier la précieuse saucière. Marissa a eu l'honneur de disposer la salade. On m'a dit de remplir les verres d'eau, de déplacer les lourds plats de service de la cuisine à la salle à manger et d'aller chercher des chaises supplémentaires dans le garage. Mon dos a commencé à me faire mal à force de monter et descendre les escaliers du sous-sol. Mes pieds me faisaient mal dans mes talons, mais j'ai continué à sourire, j'ai gardé la bouche fermée parce que faire une scène ne ferait que prouver le récit qu'Hélène avait déjà construit sur moi. Finalement, tout le monde s'est rassemblé autour de la table de la salle à manger. Le repas était magnifique, comme toujours. Une dinde qui avait probablement mariné pendant des jours, une farce maison, 3 sortes de pommes de terre, des légumes glacés à la perfection.
La table d'Hélène ressemblait à quelque chose d'une émission de cuisine. Je me suis glissé à ma place à côté de Daniel, Lily de l'autre côté. Le petit ornement était posé sur les genoux de Lily, soigneusement emballé dans du papier de soie. Elle avait attendu toute la soirée le bon moment pour le présenter. La conversation coulait autour de moi. Des rires, des histoires, le rythme confortable d'une famille qui se connaissait depuis toujours. Je souriais quand c'était approprié, je hochais la tête, je contribuais lorsqu'on s'adressait directement à moi. Mais tout le temps, je sentais les yeux d'Hélène sur moi, observant, jugeant, attendant. La tempête arrivait. Je le sentais dans mes os. Le dessert était en train d'être débarrassé quand Lily a finalement trouvé le courage. Elle avait serré cet ornement emballé pendant tout le repas, ses petits doigts laissant des plis dans le papier de soie. Je l'avais vue répéter ce qu'elle allait dire, ses lèvres bougeant silencieusement pendant qu'elle s'entraînait. Elle a glissé de sa chaise et a fait le tour de la table vers l'endroit où Hélène était assise en bout de table, l'air royal dans sa chaise à haut dossier. Les pas de ma fille étaient petits, prudents, la façon dont les enfants se déplacent quand ils sont nerveux mais déterminés. Mamie. La voix de Lily était douce et pleine d'espoir. Hélène a baissé les yeux vers elle, les sourcils levés. La conversation autour de la table s'est légèrement calmée. Lily a tendu l'ornement, le papier de soie crissant. Je l'ai fait pour toi. Papa a dit que le rouge est ta couleur préférée, alors j'ai utilisé du feutre rouge et ses jolies perles. Et j'ai mis des paillettes supplémentaires parce que je sais que tu aimes les choses qui brillent. Pendant un battement de cœur, j'ai pensé que tout irait bien. Peut-être qu'Hélène sourirait. Peut-être qu'elle remercierait Lily et l'accrocherait à son sapin parfait. Peut-être que cette fois-ci, elle verrait l'amour et l'effort qu'une enfant de 7 ans avait mis dans un cadeau fait main. Puis le visage d'Hélène s'est tordu. Elle a pris l'ornement, l'a déballé avec 2 doigts comme si cela pouvait la contaminer, et l'a tenu à la lumière. Sa lèvre s'est retroussée. Ça. Sa voix a fendu la conversation restante comme un couteau. Tu t'attends à ce que j'accroche ça à mon sapin. Chaque fourchette dans la pièce s'est arrêtée de bouger. Chaque conversation est morte en pleine phrase. Le sourire de Lily a vacillé. Je l'ai fait moi-même. J'ai travaillé très dur. J'ai commencé à me lever, mais avant que je puisse bouger, avant que je puisse me mettre entre elles, Hélène s'est penchée près du visage de Lily. Ce qu'elle a dit ensuite, elle l'a dit doucement. Assez doucement pour que seuls les plus proches puissent entendre. Assez doucement pour qu'elle puisse le nier plus tard, mais assez fort pour que chaque mot frappe ma fille comme une gifle. Les enfants comme toi n'ont pas leur place dans cette famille. La voix d'Hélène était venimeuse, intime, cruelle. Les enfants sales ne devraient pas s'accrocher au nom de mon fils. Le monde s'est arrêté. Lily s'est figée, tout son corps devenant rigide. J'ai regardé avec horreur la confusion envahir son visage, puis la douleur, puis une dévastation si complète qu'elle m'a fait physiquement mal au cœur. L'ornement a glissé de ses doigts tremblants et a heurté le parquet avec un bruit sourd. Hélène. J'étais sur mes pieds avant de réaliser que j'avais bougé, ma chaise raclant bruyamment le sol. Mais Hélène n'avait pas fini. Elle a repoussé l'ornement vers Lily avec son pied comme si c'était un déchet. Dis à ta mère d'arrêter de faire semblant qu'elle est la bienvenue ici. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Sa lèvre inférieure a tremblé. Elle m'a regardé avec une question dans les yeux qu'aucune enfant de 7 ans ne devrait avoir à poser. Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Ça suffit. Ma voix s'est brisée, tremblant de rage et de douleur. Lily a chuchoté quelque chose de si doux que je l'ai à peine entendu par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles. Papa a dit que tu serais gentil aujourd'hui. Le silence qui a suivi était assourdissant. La chaise de Daniel a heurté le sol alors qu'il se levait. Maman, qu'est-ce que tu viens de lui dire? La transformation d'Hélène a été instantanée et digne d'un Oscar. Sa main a volé à sa poitrine. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Sa voix a pris une qualité blessée et tremblante. Daniel, comment peux-tu m'accuser d'une telle chose? Je ne dirai jamais rien de blessant à un enfant. Tu me connais mieux que ça. Mais Lily a levé les yeux vers son père avec ses yeux remplis de larmes et a dit clairement, de manière dévastatrice. Elle a dit que je n'ai pas ma place à cause de maman. La pièce entière a semblé retenir son souffle. Le masque d'Hélène s'est fissuré, juste une seconde. Je l'ai vu. L'éclair de quelque chose de sombre et de satisfait avant qu'elle ne le couvre avec plus de choc théâtral. C'est un mensonge, Daniel. Ta fille ment,
et ta femme l'a entraîné à te monter contre moi. Daniel a frappé des 2 paumes sur la table si fort que les assiettes ont sauté. Son visage était devenu pâle, puis rouge, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle sauter. Réponds-moi tout de suite, mère. Que as-tu dit à ma fille? Sa chaise gisait sur le côté derrière lui. Toute la famille regardait, figée d'horreur. Je me suis agenouillé et j'ai pris Lily dans mes bras. Elle tremblait, des larmes coulant sur son visage, son souffle venant par petits halètements. Je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine. Chut, ma chérie, ça va. Tu n'as rien fait de mal. Je lui ai caressé les cheveux, essayant de la réconforter, même si mes propres mains tremblaient de fureur. L'ornement gisait sur le sol entre nous et Hélène. Certaines de ses perles s'étaient dispersées, le feutre était froissé. Tout le travail minutieux de Lily détruit en un instant cruel. Les paumes de Daniel étaient toujours à plat sur la table, ses jointures blanches. J'attends une réponse, mère. Hélène s'est redressée, serrant ses perles dans un geste que je l'avais vu utiliser 100 fois lorsqu'elle voulait jouer la martyre. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tous les sacrifices que j'ai faits, tu vas croire ces mensonges plutôt que ceux de ta propre mère. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais quelque chose de malade. Ta femme te monte contre moi depuis le jour où tu l'as épousée. Ne vois-tu pas ce qu'elle fait? Elle essaie de détruire cette famille. J'ai serré Lily plus fort, son visage enfoui dans mon épaule. Je sentais ses larmes tremper ma robe. Hélène. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais elle tremblait malgré tous mes efforts. Lily a 7 ans. Elle tremble. Elle ne m'a pas dit leur simplement ce que tu as dit. Le rire d'Hélène était aigu et amer. Les enfants imitent les drames de leurs parents, Émilie. Peut-être que si tu n'étais pas si désespérée de jouer la victime tout le temps, ta fille ne serait pas si douée pour ça. Marissa s'est levée de son siège, le visage pâle. Maman, je t'ai entendu. J'étais juste là. Tu n'as pas été gentille. Hélène s'est retournée contre sa fille comme un serpent. Reste en dehors de ça, Marissa. Tu prends toujours son parti. Depuis qu'elle a épousé ton frère. Tu as été contre moi. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, a dit Marissa doucement, mais sa voix vacillait. Lily s'est reculée de mon épaule juste assez pour me regarder, son visage marbré et rouge. Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que mamie est fâchée parce que j'ai mal fait l'ornement? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Non, ma chérie. Non, tu l'as fait parfaitement. Ce n'est pas à propos de toi. Je lui ai lissé les cheveux en arrière de son front, essayant de sourire, même si je voulais crier. Daniel a contourné la table vers sa mère, ses mouvements contrôlés, mais sa fureur palpable. Si tu ne peux pas respecter ma femme et ma fille, nous partons tout de suite. La voix d'Hélène est montée en un cri perçant. Pars, alors. Peut-être que si tu avais épousé Claire comme tu aurais dû, nous n'en serions pas là. Claire n'aurait pas détruit notre famille comme elle l'a fait. Le nom est tombé comme une bombe. Daniel s'est arrêté de marcher. Tout son corps s'est immobilisé. Quand il a parlé, sa voix était glaciale. Maman. Claire m'a quitté. Elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Tu le sais. Arrête de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à l'illusion dans laquelle tu vis. Des halètements ont parcouru la famille. La sœur d'Hélène a mis une main sur sa bouche. L'oncle de Daniel s'est agité mal à l'aise. Hélène a bégayé. C'est. Tu n'as jamais prouvé qu'elle l'avait dit, c'était juste. Mais quelque chose a fait-il dans ma tête. Un schéma que j'avais vu mais jamais complètement connecté. Tous ces commentaires sur le fait que Lily ne ressemblait pas à Daniel. Toutes ces questions pointues sur la date exacte à laquelle nous avions commencé à sortir ensemble. La façon dont Hélène étudiait les traits de ma fille comme si elle cherchait la preuve de quelque chose. Tu as dit aux gens que Lily n'est pas la fille de Daniel, n'est-ce pas? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la musique de Noël jouer encore doucement en arrière-plan, d'une gaieté écœurante. Hélène n'a rien dit. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. Le visage de Daniel a perdu toute couleur. Maman, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Toujours rien. Dis-le-moi. Hélène a levé le menton avec défi. J'ai le droit de protéger les intérêts de mon fils. Oh mon Dieu.
Daniel s'est passé les 2 mains dans les cheveux, faisant les 100 pas, « Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait !» Il s'est tourné vers moi et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La honte. Une honte profonde et écrasante. « Émilie, je dois te dire quelque chose. » Mon estomac s'est noué. « Quoi ?» Il y a 3 ans, maman n'arrêtait pas d'insinuer des choses, disant que Lily ne ressemblait pas à notre famille, suggérant que peut-être tu avais. Et je savais que ce n'était pas vrai. Je savais que tu ne le ferais jamais, mais elle n'arrêtait pas, et je voulais juste lui prouver qu'elle avait tort une bonne fois pour toutes. Alors, j'ai... Il n'a pas pu terminer la phrase. Tu as fait un test de paternité. Ma voix semblait creuse. Je suis tellement désolé. Je ne doutais pas de toi, je le jure. Je voulais juste qu'elle se taise à ce sujet. Je voulais une preuve que je pourrais lui montrer pour qu'elle arrête. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il l'avait fait en secret. Parce qu'il avait laissé sa mère creuser un fossé entre nous que je ne savais même pas exister. La pièce a éclaté en chuchotements. Les parents se sont tournés les uns vers les autres, choqués, scandalisés, se délectant du drame. Lily était toujours dans mes bras, ne comprenant pas tout le poids de ce qui se passait, mais sachant que c'était grave, très grave. Hélène a regardé sa famille, leur visage choqué, et j'ai pu voir qu'elle réalisait qu'elle était allée trop loin. Elle était piégée, acculée par son propre venin. Je l'ai fait uniquement pour ton bien. Sa voix s'est brisée. Cet enfant ne nous ressemble pas. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Je te protégeais de la vérité. Daniel s'est agenouillé devant Lily, les yeux rougis. Il lui a délicatement pris le visage entre ses mains. Lily, regarde-moi, princesse. Tu es ma fille. Ce qui veut dire que tu as ta place avec moi, avec nous. Mamie a tort. Tu comprends? Tu es exactement là où tu dois être. Lily a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Promis. Je le promets. Il lui a embrassé le front et nous a serrés tous les deux dans ses bras. Par-dessus son épaule, j'ai vu Hélène nous regarder. Son visage était redevenu froid, calculateur. Elle a redressé son pull, lissé ses cheveux. Nous verrons bien, a-t-elle dit doucement, presque pour elle-même. Mais je l'ai entendu, et le froid dans ses mots m'a glacé le sang. Daniel a pris la décision rapidement. Nous partons maintenant. J'ai porté Lily vers le couloir d'entrée, ses bras enroulés serrés autour de mon cou. Elle n'arrêtait pas de poser la même question, chaque fois me brisant un peu plus le cœur. Pourquoi mamie ne m'aime pas, maman? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Je lui ai embrassé le sommet de la tête, respirant l'odeur de fraise de son shampoing, essayant de me ressaisir pour elle. Derrière nous, j'entendais des membres de la famille murmurer, certains essayant d'approcher Daniel, d'autres reculant comme s'ils ne voulaient pas s'impliquer. Marissa pleurait. Quelqu'un avait sorti son téléphone, probablement déjà en train d'envoyer des textos à d'autres parents sur le désastre auquel il venait d'assister. Nous étions presque à la porte quand j'ai entendu des pas derrière nous. Hélène, tu penses que tu peux simplement partir et m'embarrasser comme ça? Sa voix était basse, dangereuse, complètement différente de la victime théâtrale qu'elle avait jouée pour la foule. Je m'assurerai que cette famille sache exactement quel genre de femme tu es, Émilie. Je me suis retourné lentement, gardant le visage de Lily caché contre mon épaule pour qu'elle ne voie pas l'expression de sa grand-mère. Je n'ai fait qu'essayer de faire partie de cette famille, Hélène. Elle s'est approchée et je pouvais sentir son parfum cher. Voir la fureur à peine contenue derrière ses yeux. Et c'est plus fort. Son sourire était cruel, acéré. Certains d'entre nous connaissent la vérité sur toi. Quelle vérité? De quoi parles-tu? Mais elle a simplement souri plus largement et s'est éloignée, me laissant là avec un sentiment d'effroi s'installant dans mes os. Le trajet de retour à la maison était silencieux, à l'exception du bruit du chauffage et des reniflements occasionnels de Lily. Daniel serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches comme des os, sa mâchoire se crispait et se détendait. Je pouvais pratiquement entendre les pensées qui fusaient dans sa tête. Sur le siège arrière, Lily s'était endormie, serrant toujours l'ornement froissé qu'elle avait fabriqué. Certaines perles étaient tombées. Le feutre était plissé, mais elle le tenait comme s'il était précieux. Quand nous sommes rentrés, Daniel a porté Lily directement dans sa chambre. Je l'ai suivi,
l'aidant à lui enlever ses chaussures et à la border sous sa couverture préférée. Elle a bougé mais ne s'est pas réveillée, épuisée par les pleurs. « Papa » a-t-elle murmuré à moitié endormie. « Je suis là, princesse. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite. Tellement. » Nous sommes restés un long moment dans l'embrasure de sa porte, la regardant dormir. Tous les deux essayant de digérer ce qui venait de se passer. En bas, Daniel s'est servi un verre. Du scotch. Sec. Il ne buvait généralement pas d'alcool fort. Tu aurais dû me le dire. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. Je sais. 3 ans, Daniel. Tu m'as caché ça pendant 3 ans. Je pensais que si j'ignorais ça, ça disparaîtrait. Il a ri amèrement. C'était stupide, n'est-ce pas? Assez stupide. Mais je l'ai dit sans colère. J'étais trop fatigué pour être en colère. Il a posé son verre et m'a regardé. M'a vraiment regardé. Il y a autre chose que tu dois savoir. Mon estomac s'est noué. Quoi? Maman parle à la famille élargie depuis des années, leur disant que je t'ai piégé. Que j'étais encore amoureux de Claire quand nous nous sommes rencontrés. Que Lily a l'air suspecte. Elle a semé des graines de doute dans notre dos depuis avant même notre mariage. J'ai eu la nausée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je suis un idiot. Il s'est passé les mains dans les cheveux. Parce que je pensais que si je continuais à te défendre, à la repousser, elle finirait par abandonner. Je ne voulais pas te blesser avec son poison. Je voulais te protéger de ça. En gardant des secrets. En gardant des secrets, a-t-il admis, ce qui n'a clairement pas fonctionné. Mon téléphone a sonné. Marissa. J'ai répondu, la mettant sur haut-parleur. Émilie, je suis tellement désolé. Sa voix était pleine de larmes. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû lui tenir tête. Ce n'est pas ta faute, Marissa. Si, ça l'est. Je l'ai regardé faire ça à toutes les femmes que Daniel a fréquentées. Elle a saboté sa relation avec Claire avant que Claire ne le trompe. Elle a fait fuir sa petite amie à l'université. Elle fait ça depuis que papa est parti. La tête de Daniel s'est redressée d'un coup. Quoi? Maman va de plus en plus mal, plus paranoïaque, plus obsédée par le fait de te garder près d'elle. Après le divorce, elle s'est en quelque sorte fixée sur toi comme si tu étais la seule chose qui lui restait. C'était il y a 15 ans, a dit Daniel. Je sais, mais elle ne s'en est jamais remise, n'a jamais cherché d'aide, et ça n'a fait qu'empirer avec le temps. Marissa a pris une profonde inspiration. Il y a autre chose que vous devez savoir. J'ai fermé les yeux, me préparant. Maman a une boîte dans sa chambre. Elle est pleine de choses sur Émilie. Des photos qu'elle a imprimées de Facebook. Des captures d'écran de publications datant d'années. De vieilles photos que Daniel a postées quand vous avez commencé à sortir ensemble. Elle les collectionne. Comme des preuves. Des preuves de quoi, ai-je demandé. Je ne sais pas, mais elle étiquette les choses, écrit des dates, prend des notes dans les marges. Ce n'est pas normal, les amis. Je pense qu'elle prépare quelque chose. Après avoir raccroché, je me suis assise lourdement à la table de la cuisine. Mes mains tremblaient. Elle est obsédée, ai-je dit doucement. Ce n'est pas juste de l'aversion ou de la jalousie. C'est quelque chose de plus profond. Daniel s'est assis en face de moi, son visage hagard. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, nous sommes restés en silence, tous les deux essayant de digérer la révélation que ma belle-mère n'était pas seulement méchante ou difficile. Elle était instable, obsédée par le contrôle de Daniel, et prête à détruire quiconque se mettrait en travers de ce contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé en trouvant une enveloppe qui avait été glissée sous notre porte d'entrée. Pas de nom, pas d'adresse de retour, pas de cachet de la poste. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un message imprimé. Une mère protège son fils. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Mes mains sont devenues froides. J'ai regardé par la fenêtre de devant notre rue de banlieue tranquille. Des voitures garées le long du trottoir, un voisin promenant son chien, tout était normal, mais quelqu'un était venu ici. Dans la nuit, à notre porte. Daniel est descendu, a jeté un coup d'œil à mon visage et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tendu la note.
Son visage est devenu pâle en la lisant, puis rouge, puis à nouveau pâle. Nous devons appeler la police. Et dire quoi? Que quelqu'un nous a laissé une note critique? Ils diront que c'est un conflit familial. Émilie, c'est une menace. Je sais. J'ai repris la note, fixant les mots. La police de caractère était générique. Le papier, du papier d'imprimante standard. Rien de traçable, mais le message était clair. Hélène n'en avait pas fini avec nous. Loin de là. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. J'ai regardé Daniel, et dans ses yeux, j'ai vu la même peur que je ressentais. Nous pensions que la confrontation de Noël était la fin. Mais nous avions tort. Ce n'était que le premier coup d'une guerre que nous ne savions pas que nous menions. Et Hélène détenait plus d'armes que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Je me suis réveillé le lendemain de Noël avec cette note menaçante qui me brûlait encore l'esprit. Elle était sur ma table de chevet où je l'avais laissée. Ces mots me fixaient dans la lumière matinale qui filtrait à travers les rideaux de notre chambre. Une mère protège son fils. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Daniel était déjà levé. Je pouvais l'entendre en bas. La cafetière qui gargouillait, ses pas faisant les 100 pas sur le sol de la cuisine. Il avait à peine dormi. Moi non plus. Quand je suis descendu, il fixait son téléphone, la mâchoire crispée. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne voulait pas savoir. 3 appels manqués de maman, 4 de l'oncle Richard. 6 textos de divers cousins. Il a posé le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? La campagne. Il m'a regardé avec des yeux épuisés. Elle ne va pas laisser tomber, Émilie. Tu le sais, n'est-ce pas? Je me suis versé du café avec des mains tremblantes. Je sais. Il m'a prise dans ses bras et nous sommes restés là, dans notre cuisine, nous tenant l'un à l'autre comme si nous nous préparions à un ouragan. Je dois aller vérifier quelques réparations à l'immeuble de bureau, a-t-il dit finalement. Une canalisation éclatée à cause du gel. Je serai de retour dans quelques heures. Après son départ, j'ai essayé de me concentrer sur des choses normales. J'ai fait des crêpes en forme de bonhomme de neige à Lily. Je l'ai aidé à choisir ses vêtements pour la journée. J'ai suggéré que nous allions au magasin de loisirs créatifs pour acheter des fournitures pour un nouvel ornement, un que nous pourrions garder pour nous cette fois. Au magasin, Lily m'a tenu la main pendant que nous parcourions les allées de feutres, de perles et de rubans. Elle semblait plus silencieuse que d'habitude, plus réservée. La lumière dans ses yeux s'était atténuée. « Est-ce que mamie aimera le prochain que je ferai ?» a-t-elle demandé en tenant un paquet de perles argentées. Ma gorge s'est nouée. Ma chérie, je pense que cette fois, nous ferons des ornements justes pour nous, pour notre sapin à la maison. Mais si elle est toujours fâchée? Elle n'est pas fâchée contre toi, ma douce. Parfois, les adultes ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec les enfants. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Comment le pourrait-elle? Je le comprenais à peine moi-même. Nous étions dans la file d'attente à la caisse quand je les ai remarquées. 2 femmes que je ne reconnaissais pas se tenaient près du présentoir à magazines, me fixant. Quand j'ai croisé leurs regards, l'une d'elles s'est penchée vers l'autre et a chuchoté quelque chose. Les yeux de la seconde femme se sont écarquillés. Puis elles se sont dépêchées de partir. Un sentiment froid s'est installé dans mon estomac. Quand nous sommes rentrés, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai senti mes genoux fléchir. 17 nouveaux messages, tous de la famille élargie de Daniel. Des gens que je connaissais à peine, des gens que je voyais une fois par an lors des rassemblements de vacances. J'ai ouvert le premier avec des doigts tremblants. Est-il vrai que tu as trompé Daniel? Le deuxième. Hélène a dit que ta fille n'est pas la sienne. Que se passe-t-il? Le troisième. Tu devrais avoir honte d'apporter des drames dans cette famille. Nous avons toujours su que quelque chose n'allait pas avec toi. Message après message, accusation après accusation, tous soigneusement formulés. Tous conçus pour paraître concernés plutôt que cruels. Mais l'intention était claire. Hélène avait frappé la première. Je me suis assise lourdement sur le canapé, faisant défiler les messages, chacun d'eux étant comme une gifle. Lily était dans sa chambre, à l'abri de ce poison. Mais pour combien de temps? Combien de temps avant que les enfants à l'école n'entendent quelque chose, avant que les professeurs ne me regardent différemment?
Quand Daniel est rentré 2 heures plus tard, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. N'y réponds pas, ai-je dit. C'est ma famille. Ils appellent parce que ta mère a répandu des mensonges. Regarde. Je lui ai tendu mon téléphone. Son visage est passé de la confusion à la colère puis à la dévastation en lisant les messages. Sa main s'est crispée autour du téléphone si fort que j'ai cru qu'il pourrait se fissurer. Elle dit à tout le monde que j'ai triché. Que Lily n'est pas tienne. Que je te manipule depuis des années. Ma voix s'est brisée. Daniel, elle essaie de me détruire. Il a immédiatement appelé sa mère. Je ne pouvais entendre que son côté de la conversation, mais le ton calme et satisfait d'Hélène est passé clairement, même de là où j'étais assise. Qu'est-ce que tu leur as dit, a exigé Daniel. Sa voix était faible mais audible. La vérité, Daniel. Juste la vérité. Lily, j'ai demandé à ma fille. Nous en avons déjà parlé. Si ta femme est innocente, pourquoi les gens parlent-ils? Puis elle a raccroché. Daniel a regardé son téléphone, son visage pâle. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle n'arrêtera pas, ai-je chuchoté. Elle nous veut isoler. Elle veut que ta famille se retourne contre moi, pour que tu doives choisir. Et dans tous les cas, elle gagne. Qu'est-ce que tu veux dire, dans tous les cas? Si tu me choisis, tu perds ta famille, et elle peut jouer la victime, la pauvre mère dont le fils l'a abandonnée. Si tu les choisis, je te perds, et elle obtient ce qu'elle a toujours voulu. Toi, de nouveau sous son contrôle. Daniel s'est affalé sur le canapé à côté de moi. Je ne choisis personne d'autre que toi et Lily, mais tu as raison. Elle a utilisé la manipulation et les ragots comme des armes pendant des années. Je n'avais juste jamais réalisé à quel point ils étaient efficaces. Ce soir-là, après avoir mis Lily au lit avec des câlins et des réassurances supplémentaires, je nettoyais la cuisine quand mon email a sonné. L'expéditeur était anonyme. L'objet était « Vérité ». Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Chaque instinct criait de ne pas le faire, mais mon doigt cliquait déjà. L'email contenait une seule pièce jointe, une photo. C'était moi, assise dans un café du centre-ville en face d'un homme. La photo avait été recadrée pour la rendre intime, nos têtes proches l'une de l'autre, sa main visible sur la table près de la mienne. J'ai immédiatement reconnu l'homme. Greg, de la comptabilité de mon ancien travail. Nous nous étions rencontrés pour un café il y a 6 mois pour discuter d'une référence professionnelle pour un poste auquel je postulais. Daniel était au courant. Nous avions ri de la façon dont Greg avait été formel et maladroit. Mais sur cette photo, avec tout le reste recadré, avec l'angle soigneusement choisi, cela ressemblait à toute autre chose. Sous la photo, un message. Devons-nous envoyer ceci à Daniel ou préférez-vous le lui dire vous-même? Mes mains sont devenues engourdies. Daniel. Ma voix est sortie étranglée. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et a été à mes côtés en un instant. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai montré l'email, tout mon corps tremblant. Il a fixé la photo un long moment. Puis il a dit très doucement. C'est Greg de ton ancien travail. Tu l'as rencontré pour la lettre de référence. Oui, je sais. Je me souviens. Il m'a regardé et il n'y avait aucun doute dans ses yeux. Juste de la fureur. Elle met ça en scène. Elle crée des preuves là où il n'y en a pas, elle a quelqu'un qui me suit, Daniel. Qui prend des photos, qui construit un dossier. La réalité nous a frappés tous les deux en même temps. Ce n'était pas seulement des ragots. C'était systématique, calculé. Hélène ne se contentait pas de répandre des rumeurs. Elle construisait tout un récit faux, avec des preuves fabriquées. Nous devons tout documenter, a dit Daniel. Chaque message, chaque email, chaque menace. Nous avons besoin de nos propres preuves. Ce soir-là, Marissa est arrivée à notre porte sans prévenir. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré et elle tremblait. Je dois vous dire quelque chose, a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation. Et ça ne va pas vous plaire. Nous nous sommes assis dans le salon et Marissa a sorti son téléphone, faisant défiler quelque chose avant de le tendre à Daniel. Je suis allé chez maman aujourd'hui. Pendant qu'elle était à son club de lecture, j'ai trouvé la boîte dont je vous ai parlé. Sur son téléphone se trouvaient des photos, des dizaines, des photos de la boîte d'Hélène. À l'intérieur se trouvaient des publications Facebook imprimées de mon profil, certaines datant de 7 ans.
Des captures d'écran de conversation entre moi et Daniel du temps où nous venions de commencer à sortir ensemble, ce qui signifiait qu'Hélène avait d'une manière ou d'une autre accédé à ses comptes. Des photos de moi avec des collègues masculins, chacune marquée d'un point d'interrogation de l'écriture d'Hélène. Il y avait des chronologies, des organigrammes, des notes dans les marges, remettant en question des dates, des lieux, des relations. Et là, au fond de la boîte, se trouvait un dossier intitulé « Plan du réveillon du Nouvel An ». Qu'y a-t-il dans le dossier, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Je n'ai pas pu tout regarder. J'ai entendu sa voiture dans l'allée et j'ai dû partir, mais j'en ai vu assez. La voix de Marissa tremblait. Elle prépare quelque chose de grand, quelque chose de public. Elle a mentionné vouloir que Daniel voie la vraie Émilie avant la fin de l'année. Le réveillon du Nouvel An, a dit Daniel. Elle a sa fête annuelle. Vous ne pouvez pas y aller, a dit Marissa avec urgence. Quoi qu'elle prépare, c'est destiné à vous humilier tous les deux, à vous faire passer pour les méchants devant tout le monde. Après le départ de Marissa, Daniel et moi sommes restés en silence. Nous devons y aller, ai-je dit finalement. Quoi? Pourquoi? Parce que si nous n'y allons pas, elle contrôle le récit. Elle dira à tout le monde que nous ne sommes pas venus parce que nous cachons quelque chose. Elle nous peindra comme des coupables. J'ai pris une profonde inspiration. Nous devons affronter ce qu'elle prépare de front. Daniel m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que c'était le cas, mais j'en avais assez de fuir. Assez de me défendre contre des accusations invisibles. Si Hélène voulait une confrontation, je lui en donnerais une, selon ses termes, devant des témoins où les mensonges seraient plus difficiles à maintenir. Le réveillon du Nouvel An est arrivé plus vite que je ne le voulais. Daniel et moi avions passé les jours précédents à nous préparer, à tout documenter, à parler à un avocat de nos options, mais rien ne pouvait vraiment nous préparer à ce qu'Hélène pourrait faire. Nous avions prévu une soirée tranquille à la maison. Lily était excitée à l'idée de veiller tard pour regarder la boule tomber à la télévision. Nous avions acheté du cidre pétillant et des chapeaux amusants. J'avais fait ses biscuits préférés. À 19h, le téléphone de Daniel a sonné. Sa tante Carole. Daniel, tu dois venir ici. Ta mère vient d'annoncer qu'elle a une annonce familiale importante à faire sur toi et Émilie. Tout le monde attend. Mon estomac s'est noué. Daniel m'a regardé, son visage sombre. Elle le fait. Quoi qu'elle ait prévu, ça se passe maintenant. Nous avons pris une décision rapide. Lily resterait avec Marissa, qui avait déjà accepté de la garder en sécurité de l'explosion à venir. Nous irions à la fête d'Hélène, affronterions l'embuscade qu'elle avait préparée, et mettrions fin à tous à une bonne fois pour toutes. Le trajet jusqu'à la maison d'Hélène semblait surréaliste. Les rues étaient décorées pour le Nouvel An. Les gens riaient dans leur jardin. Le monde célébrait, et nous nous dirigions vers ce qui ressemblait à une exécution. Le manoir d'Hélène était illuminé comme un palais. Des voitures bordaient l'allée circulaire et débordaient sur la rue. À travers les fenêtres, je pouvais voir ce qui semblait être 50 personnes ou plus se promenant avec des coupes de champagne. Elle avait rassemblé un public. Quand nous sommes entrés, la conversation ne s'est pas arrêtée, mais elle a changé. Les voix se sont tues. Les yeux nous ont suivis. Les gens se chuchotaient des choses à l'oreille. Hélène est apparue en haut de l'escalier comme si elle faisait une entrée de bal. Elle portait une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que notre mensualité de prêt immobilier. Ses cheveux et son maquillage étaient parfaits. Elle ressemblait à une reine sur le point de s'adresser à ses sujets. Quand elle nous a vus, son sourire était du pur venin enrobé de sucre. Daniel, Émilie, je suis si contente que vous ayez pu venir. Elle a descendu les escaliers avec une grâce étudiée. En passant devant moi, elle s'est penchée et a chuchoté, contente que vous ayez pu venir pour votre dévoilement. Ces mots m'ont glacé le sang. À 20 heures précises, Hélène a tapé sur une flûte de champagne avec un couteau. Le doux tintement a fait taire la pièce. Merci à tous d'être venus ce soir. Alors que nous nous préparons à accueillir une nouvelle année, je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair sur certaines choses, sur la femme qui a épousé mon fils. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Un écran de projecteur est descendu du plafond. Quelqu'un a baissé les lumières. Daniel a attrapé ma main. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. La première image est apparue à l'écran. Une photo de moi à l'université, lors d'une fête, tenant une bière et riant avec des amis.
Innocent, normal, mais la façon dont Hélène l'a raconté le faisait paraître sordide. Voici Émilie à 21 ans. Remarquez la compagnie qu'elle fréquentait. D'autres photos, d'autres récits tordus. Elle a montré des photos de mes réseaux sociaux soigneusement sélectionnés pour me faire paraître frivole, irresponsable, inadapté. Elle a montré la photo recadrée de moi avec Greg, suggérant une liaison. Elle a montré des chronologies qui donnaient l'impression que j'étais tombée enceinte pour piéger Daniel. Chaque image, chaque mensonge, était présenté avec l'autorité d'un procureur, et la salle buvait ses paroles. Elle n'a épousé mon fils que pour son argent, a poursuivi Hélène, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. Elle a tout planifié depuis le début. Et cet enfant, ce pauvre enfant, n'est même pas le sien. Éteins ça. La voix de Daniel a retenti dans la pièce. Éteins ça tout de suite, mère. Mais Hélène l'a ignoré, cliquant sur la diapositive suivante. J'ai des preuves, Daniel. Des preuves que tu dois voir. Des preuves qui prouvent. Arrête ça, maman. C'est toi qui as menti. Marissa a fait irruption par la porte d'entrée, les yeux fous et à bout de souffle. Elle tenait un épais classeur. La pièce s'est figée. Qu'est-ce que tu fais? Le sang-froid d'Hélène a finalement craqué. Marissa s'est dirigée vers l'avant de la pièce et a ouvert le classeur. Ses mains tremblaient, mais sa voix était forte. Tu veux parler de preuves? Parlons de vraies preuves. Elle a brandi le premier document. Ceci est une lettre du docteur Patricia Morrison datée d'il y a 5 ans. C'est une évaluation psychiatrique recommandant un traitement pour la jalousie pathologique et les pensées délirantes pour toi, maman. Des halètements ont parcouru la foule. C'est privé. C'est confidentiel. Tu n'avais pas le droit. Hélène s'est dirigée vers Marissa, mais Daniel s'est interposé. Continue, a-t-il dit à sa sœur. La voix de Marissa s'est brisée, mais elle a continué. Ceci est une entrée de journal du thérapeute de maman avec la permission de maman de la partager avec la famille si son comportement devenait dangereux. Il documente son obsession de contrôler Daniel. Sa conviction que chaque femme qu'il fréquentait essayait de le lui voler. Elle a sorti d'autres papiers. Ce sont des captures d'écran de messages que maman a envoyés à Claire avant qu'elle et Daniel ne rompent. Des messages menaçant de ruiner sa carrière si elle ne le quittait pas. Des messages qui ont fait fuir Claire bien avant qu'elle ne le trompe. La pièce était maintenant complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Maman, tu ne détestais pas seulement Émilie. Tu as saboté toutes les relations que Daniel a eues. La voix de Marissa s'est brisée. Tu as fait fuir sa petite amie à l'université en répandant des rumeurs selon lesquelles elle se droguait. Tu as détruit sa relation avec Sarah en disant à ses parents que Daniel était instable. Et tu as essayé de détruire Émilie de la même manière que tu as détruit tout le monde. Le visage d'Hélène était devenu blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. Comment oses-tu? Je protège mon fils. De quoi? A crié Marissa. D'être heureux. D'avoir une vie qui ne tourne pas autour de toi. C'est mon fils, pas le sien. Le cri d'Hélène était primal, désarticulé. Après que son père est parti, Daniel était tout ce que j'avais, et elle me l'a pris. Le masque s'était finalement complètement brisé. La sœur d'Hélène s'est approchée d'elle, inquiète. Hélène, tu dois te calmer. Mais Hélène était au-delà du calme. Des années de façade soigneusement construites se sont effondrées en quelques secondes. Elle m'a pointé du doigt avec un doigt tremblant. Elle ne le mérite pas. Aucune d'entre elles ne le méritait. Daniel est à moi. Mon fils. Mon garçon. Elles essaient toutes de le prendre, mais je ne les laisserai pas faire. Je ne le ferai pas, le visage de Daniel était un masque de chagrin et d'horreur. Maman, qu'as-tu fait? Hélène s'est effondrée sur la chaise la plus proche, son souffle venant par halètement, ses cheveux parfaitement coiffés tombant sur son visage. La puissante matriarche qui m'avait terrorisé pendant cet ensemble est soudain petite, brisée, perdue. La pièce a éclaté en chuchotements. Certaines personnes ont sorti leur téléphone. D'autres se sont dirigés vers la porte, mal à l'aise face à l'effondrement familial intime dont ils étaient témoins. Je suis resté figé, regardant ma belle-mère s'effondrer. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Pas du pardon. Pas de l'absolution, mais de la pitié pour une femme si consumée par la peur de l'abandon qu'elle a détruit le bonheur de son propre fils encore et encore.
Daniel s'est agenouillé à côté de sa mère, des larmes coulant sur son visage. Pourquoi, maman? Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement me laisser être heureux? Mais Hélène se balançait d'avant en arrière en marmonnant, mon garçon. Mon garçon. Ils prennent mon garçon. Quelqu'un a appelé les ambulanciers. La sœur d'Hélène pensait qu'elle pouvait avoir une dépression nerveuse ou une crise de panique. Quand ils sont arrivés, ils ont essayé de l'évaluer, mais elle les a repoussés en criant que tout le monde l'avait trahi. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de mon fils. Ils essaient tous de le prendre. Les invités de la fête étaient pour la plupart partis à ce moment-là, partant en grappe maladroite, jetant des regards en arrière avec des expressions allant de la sympathie au dégoût en passant par une fascination inconfortable. Demain, toute la famille saurait. D'ici la fin de la semaine, probablement tout le monde dans leur cercle social aurait entendu une version de ce qui s'était passé. Daniel se tenait à l'écart, le visage livide, regardant les ambulanciers essayer de parler à sa mère. Je voulais le réconforter, mais je ne savais pas comment. Que dit-on quand on voit sa mère s'effondrer complètement? Marissa s'est approchée de moi, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je suis tellement désolé de ne pas avoir fait ça plus tôt. Tu l'as fait quand tu as pu, ai-je dit, sincèrement. Il a fallu du courage. Elle va me détester pour toujours. Peut-être, mais tu as fait ce qu'il fallait. Après que les ambulanciers aient finalement convaincu Hélène de se faire évaluer à l'hôpital, après que la maison se soit vidée, après que le classeur de Marissa ait été posé sur la table basse coûteuse d'Hélène comme une preuve sur une scène de crime, Daniel et moi sommes allés chercher Lily. Elle dormait sur le canapé de Marissa, blottie contre son lapin en peluche. Quand nous l'avons doucement réveillée, elle nous a regardés avec des yeux ensommeillés. Est-ce que mamie s'est encore fâchée? L'innocence de la question m'a brisé le cœur. Mamie a besoin d'aide en ce moment, ma chérie, a dit doucement Daniel. De l'aide d'adulte, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Lily l'a serré fort dans ses bras. D'accord, papa. À la maison, nous l'avons bordée avec des baisers supplémentaires. Elle s'est rendormie presque immédiatement, en sécurité dans sa propre chambre, inconsciente de la proximité à laquelle nous étions passés d'une destruction familiale complète. En bas, Daniel nous a servi du vin à tous les deux, et nous sommes restés en silence pendant un long moment. Certains d'entre eux l'ont cru, ai-je dit finalement. Même après que Marissa leur ait tout montré, je l'ai vu sur leur visage. Certains d'entre eux pensaient encore qu'il y avait peut-être du vrai dans ce qu'elle disait. Ta cousine Angela est partie avant que Marissa ait fini. L'oncle Richard ne voulait pas me regarder. Je sais, a répété Daniel, sa voix pleine d'épuisement et de chagrin. Au cours des jours suivants, les retombées ont continué. Certains parents ont appelé pour s'excuser, leur voix lourde de honte. Ils avaient cru si facilement au mensonge d'Hélène parce que, comme l'a dit une tante, ta mère a toujours été si posée, si convaincante. D'autres ont simplement disparu. Pas d'appel, pas de texto, pas de reconnaissance. Que ce soit par embarras ou par un doute persistant, nous ne le savions pas. Marissa appelait tous les jours avec des nouvelles. Hélène avait été évaluée et libérée de l'hôpital, mais elle était loin d'aller bien. Elle refusait tout traitement, insistant sur le fait qu'elle était la victime dans tout cela. Elle avait commencé à envoyer des messages incohérents aux membres de la famille depuis son téléphone. De longs textos affirmant qu'Émilie avait lavé le cerveau de Daniel, que Marissa l'avait trahi, que toute la famille s'était retournée contre elle. Puis est venu l'appel que je redoutais. Émilie, c'est le principal Henderson de l'école de Lily. Mon estomac s'est noué. Est-ce que Lily va bien? Elle va bien, mais je dois vous parler de quelque chose d'inquiétant. Quelqu'un a contacté notre bureau en se présentant comme la grand-mère de Lily. Elle a dit que vous étiez une mère inapte et a demandé que nous surveillions la situation. Ma vision s'est obscurcie sur les bords. Quoi? Je tiens à vous assurer que nous prenons de telles affirmations au sérieux, mais nous les vérifions également. J'ai examiné le dossier de Lily. C'est une enfant heureuse et bien adaptée, mais je voulais vous informer que cet appel a été passé. Après avoir raccroché, je ne pouvais plus respirer. Hélène s'en était prise à ma fille à l'école, avait essayé de semer le doute auprès de ses professeurs, de son directeur. La réponse de Daniel a été immédiate. Nous prenons un avocat aujourd'hui. L'avocate, une femme vive nommée Patricia Chin, a tout écouté avec une expression neutre. Quand nous avons eu fini, elle s'est adossée à sa chaise. C'est du harcèlement, peut-être de la diffamation, et le contact avec l'école pourrait être considéré comme une tentative d'ingérence dans vos droits parentaux.
Elle a pris des notes sur son bloc-notes juridique. Je recommande de tout documenter à l'avenir. Chaque message, chaque appel, chaque contact qu'elle établit avec des tiers à votre sujet. Et si elle n'arrête pas? Ai-je demandé. Alors nous poursuivrons des recours légaux, une ordonnance restrictive, une mise en demeure. Nous avons des options. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait, tout comme nous, que les options légales ne réparaient pas les blessures familiales. Elles ne faisaient que formaliser les dommages. Cette nuit-là, Daniel s'est effondré. Nous étions couchés et soudain j'ai senti ses épaules trembler. Je ne sais pas comment la sauver, a-t-il chuchoté. Je l'ai tenu dans mes bras pendant qu'il pleurait pour la mère qu'il pensait avoir, celle qui se cachait sous des couches de manipulation et d'obsession. Il a pleuré pour les années de relations sabotées, pour la douleur qu'elle avait causée, pour l'avenir qui s'effondrait. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse de voir la vérité, ai-je dit doucement. Mais tu peux nous protéger. Tu peux protéger Lily. Et si je fais le mauvais choix? Tu ne choisis pas entre nous et elle, Daniel. Tu choisis la réalité plutôt que l'illusion, la santé plutôt que la maladie. Il m'a serré plus fort et nous sommes restés là, dans le noir, tous les deux en deuil pour des raisons différentes. Une semaine plus tard, un policier a frappé à notre porte. Daniel a ouvert pendant que je regardais depuis le salon. Mon cœur dans la gorge. Le policier lui a remis un document. Daniel Morrison? Oui. Vous êtes assigné à comparaître. Après le départ du policier, Daniel a regardé les papiers dans sa main. Son visage était devenu complètement blanc. Elle poursuit pour obtenir des droits de visite des grands-parents. Sa voix était creuse. Elle prétend que tu es une mère inapte et que Lily a besoin de l'influence de sa grand-mère. La pièce a tourné. Je me suis agrippé au dossier du canapé pour me stabiliser. Elle le fait vraiment, ai-je chuchoté. Elle nous emmène au tribunal. Le bureau de Patricia Chin était au centre-ville, au 14e étage d'un immeuble qui sentait le cuir et les vieux livres. Nous étions assis en face de son bureau pendant qu'elle examinait la requête d'Hélène pour les droits de visite des grands-parents. C'est sérieux, a dit Patricia, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Même si ses affirmations sont clairement vengeresses et ses accusations sans fondement, le tribunal doit les examiner. Ils prennent les affaires de droit des grands-parents très au sérieux, surtout lorsque des préoccupations de santé mentale ou de sécurité sont soulevées. Mais elle ment, ai-je dit, ma voix se brisant. Tout ce qu'elle dit est un mensonge. Je sais, et nous allons le prouver. Patricia a sorti un dossier déjà épais de documents. Mais j'ai besoin que vous compreniez que ce sera difficile. Les tribunaux hésitent à couper complètement les ponts avec les grands-parents à moins qu'il n'y ait des preuves claires de préjudice. Daniel s'est penché en avant. L'incident de Noël, quand elle a dit à Lily qu'elle n'avait pas sa place. C'est un préjudice. Ça l'est, et nous l'utiliserons, ainsi que tout le reste. Patricia m'a regardé. Émilie, j'ai besoin que tu rassembles toutes les preuves que tu as. Chaque texto, chaque email, chaque message vocal, la note anonyme, la photo manipulée, tout. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons monté notre dossier. Marissa a contribué avec son classeur de documents sur la santé mentale d'Hélène et ses notes de thérapie. Nous avons compilé une chronologie du harcèlement. Nous avons rassemblé des témoins de moralité, des personnes qui avaient vu le comportement d'Hélène de leurs propres yeux. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Lily, à ce que cela lui ferait si Hélène gagnait, à devoir envoyer ma fille sous la garde de cette femme, sachant quel poison elle lui verserait dans les oreilles. Daniel m'a trouvé à 3 heures du matin, assise dans l'embrasure de la porte de Lily, la regardant dormir. Nous allons gagner, a-t-il chuchoté. Tu n'en sais rien. Si, je le sais. Parce que nous avons la vérité et la vérité compte. Je voulais le croire. Le palais de justice était intimidant. Des sols en marbre froid, de hauts plafonds, le genre d'endroit où les chuchotements résonnaient. Nous étions assis devant la salle d'audience sur des bancs en bois dur, à attendre. Hélène est arrivée avec son propre avocat, un homme à l'air sévère dans un costume coûteux. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, son visage tiré, son maquillage incapable de cacher les cernes sous ses yeux. Mais quand elle nous a vus, son expression s'est durcie en quelque chose de froid et de déterminé. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge était une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et un air pragmatique. Elle a examiné les documents pendant que nous attendions,
le silence n'étant rompu que par le grattement de son stylo et le bruissement des papiers. Madame Morrison, a-t-elle dit à Hélène. Vous demandez des droits de visite avec votre petite-fille, affirmant que sa mère est inapte. Est-ce exact? Oui, votre honneur. La voix d'Hélène était stable, entraînée. Mon fils a été manipulé par sa femme. L'enfant, Lily, est élevée dans un environnement instable. Elle a besoin des conseils de sa grand-mère. Pouvez-vous fournir des exemples spécifiques de cette instabilité? L'avocat d'Hélène s'est levé. Votre honneur, nous avons des documents prouvant que Madame Emily Morrison a eu un comportement inapproprié, a isolé la famille et a porté de fausses accusations contre ma cliente. Patricia s'est levée en douceur. Votre honneur, puis-je? La juge a hoché la tête. Ce que nous avons ici n'est pas un cas d'inaptitude parentale, mais un schéma de harcèlement et d'illusion de la part de la requérante. Madame Hélène Morrison a un historique documenté de jalousie pathologique, a saboté à plusieurs reprises les relations de son fils et s'est engagée dans une campagne systématique pour détruire la réputation de sa belle-fille. Elle a exposé les preuves méthodiquement, l'incident de Noël, les menaces anonymes, les photos manipulées, les appels à l'école de Lily, la documentation psychiatrique de Marissa. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis dirigé vers la barre avec des jambes tremblantes. J'ai juré de dire la vérité et je me suis assise face à la juge, tout en étant très consciente des yeux d'Hélène qui me fixaient. Patricia m'a demandé de décrire l'incident de Noël. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai raconté l'histoire de l'ornement de Lily, de la cruauté chuchotée d'Hélène, du chagrin de ma fille. Pouvez-vous décrire l'état émotionnel de Lily après cet incident, a demandé Patricia. Elle a pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là. Elle n'arrêtait pas de demander ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi sa grand-mère ne l'aimait pas, ma voix s'est brisée. Elle a 7 ans. Elle ne devrait pas avoir à se sentir comme si elle n'avait pas sa place dans sa propre famille. L'avocat d'Hélène a essayé de me discréditer lors du contre-interrogatoire, suggérant que j'avais coaché Lily, que j'exagérais, que c'était moi qui empoisonnais la relation, mais je suis resté calme et j'ai dit la vérité. Puis Marissa a témoigné. Elle a décrit des années à regarder sa mère saboter les relations de Daniel. Elle a présenté la documentation des problèmes de santé mentale non traités d'Hélène. Sa voix a tremblé quand elle a dit « Ma mère a besoin d'aide, d'une aide professionnelle, pas d'un accès à un enfant qu'elle a déjà blessé. » La salle d'audience était silencieuse. L'avocat d'Hélène l'a appelée à la barre. Elle a témoigné qu'elle aimait sa petite fille, qu'elle n'avait jamais voulu blesser personne, qu'elle essayait juste de protéger son fils d'une femme qui l'avait piégé. Madame Morrison, l'interrompit la juge. Avez-vous, oui ou non, dit à votre petite fille de 7 ans qu'elle n'avait pas sa place dans la famille? Le sang-froid d'Hélène a vacillé. C'était pris hors contexte. J'étais contrarié. Émilie avait été. C'est une question par oui ou par non. Le silence s'est étiré. Puis, très doucement, oui, mais je ne voulais pas dire. La juge a levé la main. Avez-vous contacté l'école de l'enfant en affirmant que sa mère était inapte? Je m'inquiétais pour son bien-être. Oui ou non? Oui. Avez-vous envoyé des messages anonymes et menaçants à votre fils et à votre belle-fille? Le visage d'Hélène s'est empourpré. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame Morrison. J'ai examiné toutes les preuves. Le schéma ici est clair. La juge a enlevé ses lunettes. Cette requête ne concerne pas une grand-mère cherchant une relation avec sa petite-fille. Elle concerne le contrôle. Et lorsque vous ne pouviez pas contrôler les choix de votre fils, vous avez tenté de détruire la réputation de sa femme et d'interférer avec leur famille. Hélène s'est levée soudainement. C'est mon fils. Elle me l'a pris. Cet enfant ne nous ressemble même pas. J'ai le droit de connaître la vérité. Madame, asseyez-vous, a dit fermement la juge. Mais Hélène ne s'est pas assise. Elle m'a pointé du doigt, sa voix s'élevant. Tu as volé mon fils. Tu l'as monté contre moi. Tout allait bien jusqu'à ce que tu arrives. La sécurité s'est dirigée vers elle. Daniel s'est à moitié levé de son siège. Tu n'es pas apte à élever cet enfant. Elle a besoin de moi. Daniel a besoin de moi. Vous ne pouvez pas me les prendre. Faites-la sortir de ma salle d'audience, a ordonné la juge. Alors que la sécurité escortait Hélène dehors, toujours en train de crier, j'ai senti tout mon corps trembler, non pas de peur, mais de la libération d'années de pression, de retenue, de politesse face à la cruauté.
La juge a attendu que la salle d'audience se calme. Puis elle a parlé. J'ordonne une évaluation psychiatrique complète de Madame Hélène Morrison. Jusqu'à ce que cette évaluation soit terminée et qu'un traitement approprié soit suivi, cette requête est rejetée. De plus, j'accorde une ordonnance restrictive empêchant Madame Morrison de contacter l'enfant mineur ou la mère de l'enfant. Elle a regardé Daniel. M. Morrison, je suggère fortement que votre mère obtienne de l'aide. Une vraie aide. Ce que j'ai vu aujourd'hui suggère une personne en grande détresse psychologique. À l'extérieur du palais de justice, Lily a couru dans nos bras. Marissa l'avait surveillée dans le couloir, la tenant à l'écart du drame. « Est-ce que ça va maintenant, papa ?» a demandé Lily, son petit visage pressé contre la chemise de Daniel. Daniel l'a soulevée, la serrant fort. « Oui, ma chérie. Nous sommes en sécurité maintenant. » Lily m'a regardé par-dessus son épaule. « Est-ce que ça veut dire que mamie ne sera plus méchante ?»« Mamie ne sera pas là pendant un moment, » ai-je dit doucement. « Elle doit travailler sur elle-même. » D'accord. Elle a accepté cela avec la simplicité de l'enfance. Déjà en train de passer à autre chose. « On peut avoir une glace ?» Nous avons ri, le son presque hystérique de soulagement. 3 semaines plus tard, nous avons appris par Marissa qu'Hélène s'était volontairement internée dans un établissement de traitement. Que ce soit une reconnaissance sincère de ses problèmes ou juste une tentative de bien paraître pour de futures procédures judiciaires, nous ne le savions pas. Marissa lui rendait visite régulièrement. Daniel a choisi d'attendre, pour se donner de l'espace pour guérir des années de manipulation. Il a écrit une lettre à sa mère, soigneusement rédigée avec l'aide de Patricia, expliquant qu'il l'aimait, mais qu'il ne pouvait pas avoir de relation avec elle tant qu'elle n'aurait pas réglé ses problèmes de santé mentale et accepté la responsabilité de ses actes. Nous ne savions pas si elle la lirait un jour, si elle la comprendrait, ou si elle changerait un jour vraiment, mais c'était son chemin maintenant, pas le nôtre. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Les arbres de notre jardin ont bourgeonné de rose et de blanc, et Lily a passé des heures dehors à attraper des papillons et à fabriquer des maisons de fées avec des brindilles et de la mousse. Un samedi matin, elle a demandé si nous pouvions décorer notre propre arbre. Un arbre ? Ce n'est pas Noël, ma chérie. Pas un sapin de Noël, maman. Un arbre de famille où nous pouvons accrocher des choses que nous fabriquons juste pour nous. Alors nous l'avons fait. Nous avons trouvé un petit arbre artificiel dans un magasin de loisirs créatifs et l'avons installé dans notre salon. Lily a fait des ornements, des dizaines, chacun pailleté, imparfait et magnifique. Le premier qu'elle a accroché était en feutre rouge avec des perles de verre. Le remplacement de celui qu'Hélène avait rejeté. C'est pour notre famille, a-t-elle annoncé. Parce que nous sommes en sécurité ici. Je l'ai serré fort dans mes bras, respirant son shampoing à la fraise, sentant le poids des derniers mois commencer enfin à se lever. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et peignait notre salon d'or, Daniel est venu derrière moi pendant que je faisais la vaisselle. Il a enroulé ses bras autour de ma taille et a posé son menton sur mon épaule. « Merci », a-t-il chuchoté. « Pourquoi ? Pour avoir protégé notre famille. Pour avoir été forte quand je ne pouvais pas l'être. Pour t'être battue pour nous. » Il m'a retourné pour me faire face. Nous sommes enfin libres, Émilie. Vraiment libres. J'ai regardé par-dessus son épaule Lily, dansant autour de son arbre de famille, chantant pour elle-même, heureuse, en sécurité et aimée. Oui, ai-je dit. Nous le sommes. La caméra s'éloigne lentement, montrant notre maison à travers la fenêtre. Une lumière chaude se répand sur la pelouse. Une famille guérie, pas indemne, mais plus forte pour avoir survécu. La longue ombre de l'obsession d'Hélène s'estompant enfin, remplacée par quelque chose de mieux, l'espoir, la paix, la liberté. Et dans le salon, un ornement fait main par une petite fille captant les derniers rayons de soleil, tournant lentement, parfaitement imparfait. Enfin, à la maison. Voici ma question pour vous. Si quelqu'un que vous aimiez refusait de voir la vérité sur son propre comportement destructeur, partiriez-vous pour vous protéger ou continueriez-vous à vous battre pour le sauver? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires réelles sur la famille, la résilience et la recherche de la paix après la tempête.